Merci Chantal, bonjour à tous. Je suis vraiment très contente de faire partie de l'ACFAS, de participer à ce colloque-là. J'y ai participé il y a à peu près presque une dizaine d'années quand j'étais étudiante à la maîtrise en tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vais me présenter juste rapidement parce que peut-être que mon accent va vous étonner, puis vous allez vous demander est-ce qu'elle a la légitimité de parler du tourisme acadien avec un accent parisien, mais mon mari est originaire de la péninsule acadienne, puis j'ai des enfants qui sont très chiacs, puisque je suis maintenant installée à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. J'ai donc fondé Touriscope il y a à peu près 5 ans maintenant, qui est une entreprise de conseil en développement touristique. Et j'ai une passion depuis 5 ans pour l'industrie du tourisme acadien et la culture acadienne que je découvre au fur et à mesure, puis qui me passionne, qui me passe, plus je la découvre, plus elle me passionne. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Est-ce que c'est bon? On peut me faire, vous voyez bien? Parfait, super. Donc, effectivement, Touriscope, c'est une entreprise d'appui au développement touristique, c'est-à-dire qu'on est des consultants, mais notre mission à nous, c'est de s'assurer que l'ensemble du territoire touristique, dans ce cas-ci acadien, est développé de façon concertée. Et Selma, tu parlais de l'environnement, mais qu'on fasse vraiment un développement qui est en harmonie avec l'environnement et aussi dans le respect de la culture acadienne. On n'intervient pas seulement en Acadie, on est maintenant sur l'ensemble des territoires francophones, sur l'ensemble du Canada. Mais dans le cadre de ce congrès-là, je vais vous parler spécifiquement du tourisme acadien. Donc, ce que fait Touriscope, c'est qu'on accompagne les décideurs de l'industrie touristique dans leur volonté d'accroître leur attractivité, c'est-à-dire de devenir plus attractif pour les visiteurs, pour les nouveaux entrepreneurs aussi, et quand on parle de territoire, pour les nouveaux citoyens qui décident de venir s'installer dans un territoire qui a été dynamisé grâce au développement touristique notamment. On a plusieurs valeurs qu'on essaye de mettre en place et d'intégrer dans tous nos livrables et dans notre façon de travailler. Le premier, c'est le partage, notamment le partage des résultats de recherche qu'on va faire, la rigueur en lien avec les recherches aussi, et l'agilité, parce qu'on sait que autant on va chercher la rigueur dans la recherche plus théorique, sur le terrain, particulièrement dans l'industrie touristique, il faut qu'on fasse preuve de beaucoup d'agilité parce que les choses changent vite. On l'a connu avec la pandémie. L'industrie touristique, surtout en Acadie, avait connu un boom dans les années 2019, 2017, 2018, 2019. Puis il y a eu vous le savez, avec la pandémie, ça nous a vraiment montré la fragilité de cette industrie-là, même quand on a l'impression que tout fonctionne bien puis que tout est très solide. Donc, il faut sans arrêt être collé aux réalités du terrain et s'appuyer sur les recherches pour être vraiment très en lien avec ce que le terrain nous dit. Donc, notre approche, c'est d'offrir vraiment des solutions sur mesure qui sont adaptées à la réalité du client, basées sur une compréhension fine du milieu et des recherches rigoureuses. Concrètement, nos clients, qui est-ce que c'est? Donc, c'est tous les acteurs touristiques, aussi bien les différents ministères, les associations touristiques régionales, les associations touristiques sectorielles. Donc, ce qu'on appelle les associations touristiques sectorielles, ça peut être les associations de ski, les associations hôtelières, les associations d'aventure, les associations écotouristiques, les associations culturelles, les associations patrimoniales, tout ce qui c'est ça, concerne un secteur en tant que tel et va être transversal, donc va concerner différentes volets de l'industrie touristique comme l'hébergement, la restauration, etc. Tous les organismes et opérateurs publics. Puis on s'est rendu compte que l'agilité était d'autant plus intéressante avec, ou en tout cas pertinente avec les organismes et les opérateurs publics, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de changements à l'interne et à l'externe pour ces organismes-là. Évidemment, les entreprises touristiques privées, donc là, ça va être les restaurateurs privés, les hébergeurs privés, les propriétaires d'expériences touristiques, les gestionnaires d'hôtels, donc tout le volet privé, et les OBNL touristiques. Donc, dans les OBNL touristiques, on va plutôt retrouver dans la culture et le patrimoine, c'est souvent des OBNL touristiques. Tout ce qui concerne les festivals, on est généralement avec des organismes à but non lucratif. Donc, ça aussi, une réalité très particulière. Au niveau des services qu'on offre, ça va être des stratégies, donc des plans d'action, des plans stratégiques, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment pour aider nos clients à prendre des bonnes décisions
basé sur des données concrètes et solides. Donc, ça peut être de la veille stratégique, ça peut être des sondages, ça peut être toutes les études de tendance, les études de profil de clientèle. Ça, c'est ce qu'on rentre dans la grande famille de l'intelligence d'affaires. Et notre dernier volet, c'est l'accompagnement professionnel. Un des points qui nous distingue à Touriscope, c'est qu'on a tous dans l'équipe, on est à peu près une dizaine de personnes, on a tous un bagage universitaire, on a tous fait une maîtrise en tourisme et on a gardé ce bagage-là, c'est-à-dire que tous les livrables qu'on fournit aux clients, que ce soit un petit service de conseil comme une très grosse stratégie, on base tous nos livrables sur de la recherche. Donc, on s'assure qu'il n'y a rien qui sort de Touriscope qui n'a pas été appuyé par une recherche solide et qui nous permet de mettre en contexte un petit peu plus largement que juste la réalité du client. Par rapport à nos méthodes, donc nous, on a tendance à diviser en deux parties, ce qu'on considère de la recherche pure, c'est-à-dire basée sur principalement des données secondaires, donc tout ce qui est études de comparables. On va aller comparer des destinations similaires, des hôtels similaires pour aller s'inspirer. Tout ce qui concerne aussi l'analyse de tendance. Dans notre métier à nous, il faut qu'on soit tout le temps au courant de quelles sont les nouvelles tendances dans l'industrie touristique. Donc, quelles sont les nouvelles tendances en termes d'offres? Qu'est-ce que l'industrie propose aux clients? Puis, quelles sont les tendances en termes de besoins de la clientèle? Donc, quels sont les nouveaux besoins de la clientèle? Par exemple, un besoin émergent qu'on n'avait pas nécessairement vu venir aussi fort, c'est le besoin des nouvelles générations en lien avec le développement durable. Donc là, l'offre n'est pas encore là, mais les nouvelles générations sont en demande d'offres qui font la promotion et qui soutiennent le développement durable. Donc ça, c'est typiquement un exemple du besoin client qui est en train de dessiner une nouvelle offre. Au niveau de la veille stratégique, donc ça, je vous en ai parlé un petit peu aussi, on a plusieurs clients qui nous demandent de régulièrement faire une veille stratégique pour eux. Ça peut être sur un secteur en particulier comme le patrimoine culturel, le patrimoine identitaire aussi. On a travaillé avec plusieurs clients qui nous demandaient d'avoir une veille stratégique sur le patrimoine identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que concrètement on fait à travers différents exemples dans le monde, comment est-ce qu'on fait pour transmettre ce patrimoine identitaire-là à des visiteurs? Donc, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour l'identifier? Qu'est-ce que nous, on veut faire connaître de nous-mêmes, qui on est? Puis, comment est-ce qu'on fait pour le rendre accessible à des visiteurs qui viennent de l'extérieur? Et on se base aussi sur des données secondaires pour la recherche. Puis, très souvent, une fois qu'on a fait ce portrait-là plus théorique, on a besoin de descendre en consultation dans le milieu. C'est-à-dire que, oui, on voit ce que les tendances nous disent, ce que les portraits de clientèle nous disent, ce que les profils des autres opérateurs touristiques nous disent, la compétition, tout ça, ça nous donne un portrait très macro, mais on a besoin de le descendre dans la réalité des opérateurs. Donc pour ça, on fait ce que nous, on appelle de la consultation, c'est-à-dire qu'on va aller faire des entrevues. Généralement, les entrevues, on va les faire avec les parties prenantes, donc les gestionnaires de l'organisation, toutes les personnes qui vont évoluer autour de l'environnement, qui constituent l'environnement de l'opérateur touristique. Ça peut être des partenaires financiers, ça peut être le ministère, ça peut être d'autres opérateurs qui vont devenir des partenaires de développement. Là, on va le faire plus sous forme d'entrevue. On fait aussi souvent des groupes de discussion. Ça, c'est pour aller chercher soit auprès des utilisateurs, soit auprès des parties prenantes plus larges dans le cadre d'une association touristique, par exemple, ou d'une association de développement du patrimoine. On va aller tester, ça peut être les citoyens, ça peut être les utilisateurs, ça peut être… Là, en groupe, on va aller leur demander quels sont vos enjeux, puis quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place pour répondre à vos enjeux. On va faire aussi de l'animation d'atelier. Donc là, l'animation d'atelier, ça c'est vraiment pour nous permettre de descendre plus concrètement dans la réalisation et dans la mise en œuvre de la recherche. Donc, typiquement, si je prends l'exemple d'un festival, on va faire une recherche sur voici quelles sont les tendances d'un festival gastronomique, par exemple, qui va mettre en valeur l'identité culinaire d'une destination. Voici quelles sont les tendances. Mais concrètement, comment est-ce que vous pouvez mettre en œuvre ces tendances-là? Comment est-ce que vous avez la capacité d'atteindre
les attentes de vos visiteurs. Donc là, on va descendre ça en atelier. Puis, on a besoin aussi de s'appuyer sur des sondages parce que pour nous, ça reste encore une façon très efficace d'avoir un portrait général de quels sont, peu importe ce qu'on cherche à mesurer, mais d'avoir un portrait plus général avec un plus gros bassin de répondants. Par rapport à nos études de comparables et des analyses de tendance, donc le benchmarking ou étude d'étalonnage, concrètement, ça consiste à réaliser une analyse de bonnes pratiques qui sont mises en place dans des organisations qui sont similaires avec celles de nos clients. Donc, si je reprends mon exemple de festival, prenons l'exemple du festival du homard, par exemple, à Chédiac, on pourrait aller regarder d'autres festivals culinaires, le festival des huîtres en Bretagne, le festival du homard dans le Maine, d'autres festivals culinaires pour essayer de voir, OK, quels sont leurs enjeux de gouvernance, à quelle clientèle est-ce qu'ils essayent de s'adresser, comment est-ce qu'ils font pour répondre aux besoins de ces clientèles-là, quelles tendances est-ce qu'ils voient émerger puis qu'ils ont réussi à intégrer dans leur offre. Donc, on essaie de prendre des opérateurs ou des organisations qui sont similaires, mais toujours un petit peu, pas en avance dans le sens qu'ils font mieux, mais qui vont être inspirants. Donc, on essaye toujours d'amener le client à voir un petit peu plus loin que ce qu'il fait déjà. Ça, c'est pour vraiment l'étude de comparable. Par rapport à l'étude d'analyse, ça, c'est vraiment l'analyse des tendances, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à faire, c'est qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui est en train d'émerger. Parce que l'idée, quand on arrive à un livrable avec un client, donc de lui dire, par exemple, créons une offre particulière, on essaie de s'assurer qu'elle va être valable pour les 5-10 prochaines années. Donc, on va s'assurer de ne pas créer une nouvelle offre qui est déjà datée, qui est déjà expirée, qui n'est déjà plus dans la tendance, qui répond déjà plus aux attentes des visiteurs. Donc, on essaie de voir plus loin en leur proposant quelque chose d'innovant et une nouvelle perspective, en fait, une nouvelle perspective dans le développement de l'offre. Donc, typiquement, les objectifs, c'est de s'inspirer des meilleures pratiques dans des organisations similaires. On leur dit souvent, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue, c'est de prendre la roue puis l'améliorer, de la rendre, de la mettre à votre véhicule à vous, puis de vous permettre d'aller plus vite, plus loin et de mieux conduire votre véhicule. Identifier quelques concepts ou façons de faire qui pourraient être applicables, comprendre les dynamiques de marché. On sait dans l'industrie touristique que c'est des marchés qui sont très changeants et très vite et de plus en plus. Il y a une vingtaine d'années, les baby boomers avaient une façon de voyager qui est quand même encore restée similaire. Les seniors avaient une façon de voyager qui est encore restée similaire. Avec les nouvelles générations, donc les milléniaux puis les plus jeunes que ça, il y a un changement qui est constant. Parce que tous les 3 ans, 2 ans, il faut revoir l'offre, il faut revoir l'approche parce que ça va très vite. C'est une clientèle, puis c'est vraiment fascinant. Hein. C'est une clientèle qui se lasse très rapidement et qui a besoin de renouvellement de l'offre, mais qui en même temps est très fidèle. Donc, il va revenir, mais qui a besoin de nouveautés constantes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rester ancré avec ces dynamiques de marché, puis s'assurer qu'on répond toujours à leurs attentes. Et évidemment, prendre des décisions éclairées. Parce que pour prendre des bonnes décisions, c'est notre vision à nous, on pense que pour prendre des bonnes décisions, il faut quand même avoir une base solide que nous, on se repose sur la recherche pour pouvoir prendre des décisions éclairées. On ne peut pas se fier uniquement là-dessus, on ne peut pas se fier uniquement sur des statistiques, uniquement sur des chiffres, uniquement sur des prévisions de tendance. Mais on le remarque maintenant depuis 5 ans que ça permet quand même d'assurer une certaine base à l'innovation, puis une certaine base à l'amélioration de l'offre. Le chemin que ça prend, typiquement, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est vraiment un cheminement qui se passe. Donc, on commence par la recherche, que ce soit pour l'analyse des comparables ou l'analyse des tendances. Donc, le volet recherche, c'est qu'on va d'abord identifier les angles d'analyse en fonction du besoin du client. Est-ce qu'il a besoin de plus travailler sur la gouvernance? Est-ce qu'il a besoin de plus travailler sur l'offre? Est-ce qu'il a besoin de plus travailler sur les profils de clientèle? Est-ce qu'il y a plus... Quand on parle d'offre, est-ce que c'est amélioration de l'offre? Est-ce que c'est diversification de l'offre? Donc, quel est l'angle d'analyse qu'on va choisir? Puis, à cette étape-là aussi, nous, on commence à mieux connaître le client, puis à mieux connaître ses enjeux. Donc, souvent, on a un petit agenda caché qui est de l'amener vers un angle que lui ne sait pas encore. Donc, on a beaucoup d'organisations, par exemple, en Acadie, c'est quelque chose qu'on remarque qui est quand même assez présent. Ce qui concerne la gouvernance,
particulièrement dans les organismes à but non lucratif et ce qui concerne le patrimoine et la culture, la gouvernance n'est pas nécessairement un enjeu qui va être verbalisé par le client, mais nous, très rapidement, on réalise que c'est un enjeu. Donc, de montrer comment se passe la gouvernance dans d'autres structures, dans d'autres organisations, ça nous permet tranquillement de les amener à réaliser qu'eux aussi, il faudrait qu'ils se questionnent sur la gouvernance. C'est la même approche qu'on a généralement avec le développement durable, qui n'est pas toujours une priorité pour les entrepreneurs, mais qu'on essaye tranquillement de les amener en leur disant, regardez, le développement durable, c'est pas quelque chose qui est nécessairement effrayant, c'est pas quelque chose qui ne concerne que l'environnement. Quand on parle du lien avec les citoyens, c'est du développement durable. Quand on parle de santé économique, c'est du développement durable. Quand on parle de respect de la culture locale, c'est du développement durable, mais c'est accessible, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire, d'autres organisations similaires l'ont fait aussi. Après ça, on va sélectionner les comparables, puis après on se lance dans la recherche. Après ça, on bascule dans l'analyse, puis on essaye toujours d'avoir une vision transversale, donc de leur montrer, regardez, admettons, si je reprends mon exemple du festival, ce que vous expérimentez comme tendance, ou mettons les tendances auxquelles vous êtes assujettis, d'autres volets du tourisme sont aussi assujettis à ça. Donc, ça les rassure et ça montre qu'il y a des pistes de solutions qui sont inspirantes ailleurs. Puis finalement, on arrive à formuler des actions, donc à identifier les opportunités. Ces tendances-là qui peuvent leur paraître inaccessibles, c'est-à-dire si je reprends le festival, mon exemple de festival, il y a de plus en plus de festivals qui vont inclure de l'hébergement. Si on approche ça à un organisme à but non lucratif qui gère un festival qui n'est pas encore très structuré, ça peut les effrayer. Mais en leur montrant, non, regardez, c'est une opportunité que vous pouvez saisir, que d'autres ont saisi en partenariat, grâce à des subventions, de leur donner des pistes d'action concrètes de comment saisir ces opportunités-là. Donc, pour nos clients, on arrive avec un document qui est riche de bonnes pratiques et qui est très inspirant. Ça leur permet de mieux comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent parce que l'industrie touristique est très concurrentielle. On est en concurrence avec son voisin, on est en concurrence avec d'autres territoires, puis on est en concurrence avec d'autres pays. Donc, c'est très concurrentiel, mais ça leur permet de comprendre dans quoi est-ce qu'ils évoluent. Puis après ça, ils peuvent avoir des pistes concrètes de solutions. Donc là, c'est juste un exemple d'analyse de tendance concrètement pour le secteur de l'hôtellerie. Donc, on a toujours une grande thématique qui est la distribution. Là, vous voyez deux thématiques, la distribution et le développement durable. On fait une petite introduction pour leur comprendre qu'est-ce que veut dire ces mots-là, parce que pour certains opérateurs, ça tombe dans du jargon que nous, on a l'habitude d'utiliser, mais qui n'est pas toujours compréhensible pour tout le monde. Donc, on essaye d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par développement durable, qu'est-ce qu'on entend par distribution. Puis après ça, on va comme décortiquer ce grand concept-là. Donc, si je prends le développement durable, la réduction de l'impact environnemental, les nouveaux indicateurs de performance, comment est-ce qu'on fait pour mesurer qu'on est dans le développement durable ou pas, puis tout l'aspect des accréditations. Donc ça, c'est vraiment un très gros enjeu pour les opérateurs touristiques, d'arriver à naviguer dans toutes ces accréditations, tous les labels, les certifications, donc leur montrer que c'est une tendance puis que c'est une réalité. Donc ça, concrètement, ça ressemble à ça, l'analyse de tendance. L'analyse de comparables, ça ressemble un petit peu plus à ça. Donc là, on a nos comparables qui sont ici. Ça, c'était pour un travail qu'on avait fait avec le train de Charlevoix. Donc ici, là, c'est des opérateurs qui proposent aussi un itinéraire en train. Puis là, c'est disons les faits saillants. On a une analyse qui est plus détaillée aussi, mais là, c'est vraiment les faits saillants. Donc, si on prend le chemin de fer de la baie de Somme, ce qu'on a reconnu comme fait saillant, c'est que c'était un modèle associatif qui combine des bénévoles et des salariés, qui serait inspirant pour le train de Charlevoix. L'autre point aussi, c'est qu'ils ont créé une interconnexion avec différents modes de transport et de mobilité douce. Donc aussi, encore une fois, un point intéressant pour le train de Charlevoix. Parce que nous, on est vraiment dans le volet plus recherche appliquée. Donc, dans la communication, c'est très important de communiquer puis de s'assurer que l'opérateur sur le terrain comprend pourquoi est-ce qu'on a fait cette recherche-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut lui montrer. Donc, on arrive avec des livrables qui sont le plus possible épurés, les faits saillants. On essaie de travailler vraiment le visuel pour pas les effrayer puis que ça soit utile, en fait, que ce soit un outil utile pour eux.
finalement, je voulais juste vous montrer concrètement quelles mesures quelles actions on a réussi à mettre en place avec ce type de recherche-là. Donc, je me suis vraiment concentrée sur des exemples acadiens. Le Mont Farline, par exemple, un enjeu, c'est une station de ski, mais avec tous les changements climatiques, leur saison hivernale est de plus en plus courte. Donc, ils sont venus nous chercher pour nous demander quelles activités on pourrait proposer pour devenir du 4 saisons. Et un des volets qu'on a essayé de travailler avec eux, c'est leur montrer tout le volet culturel et tout le volet identitaire acadien qui, lui, n'est pas assujetti aux saisons. C'est-à-dire qu'en été, on peut autant valoriser la culture acadienne ou la culture locale brayonne qu'en hiver, qu'à l'automne où il n'y a pas de neige, puis on n'a pas d'activité de plein air. Donc, l'identitaire et le volet culturel permet vraiment d'aller travailler le cas de saison, d'aller combler les entre-saisons quand on a un opérateur qui est tellement dépendant de la saisonnalité. Puis ça, évidemment, on s'est bien sûr basé sur des recherches sur profil de clientèle. Pour celui-ci, c'est surtout les clientèles qui nous ont montré que c'était un intérêt, que les gens qui faisaient du plein air avaient aussi un intérêt pour le culturel. Donc, de leur montrer ça, ça leur a permis de comprendre que, oh, OK, en fait, on peut vraiment diversifier notre offre et ne pas voir notre clientèle comme la personne qui aime du vélo fait juste du vélo. Non, la personne qui aime du vélo va aussi être intéressée par le volet culturel de la destination. L'autre, c'est une reconversion d'une église en hébergement. Donc, c'est le Old Church Cottages, qui est dans la région de Moncton. Ils ont acheté une vieille église et ils ont décidé de le transformer en hébergement. Mais là, on a vraiment eu besoin d'aller travailler aussi ici les profils de clientèle, parce que c'est une clientèle de niche qui va aller dormir dans une église. Donc, qu'est-ce que cette clientèle de niche s'attend à faire? C'est sûr qu'elle ne va pas juste venir pour aller dormir dans l'église. Elle va venir dormir dans l'église, mais aussi parce qu'on va lui proposer une offre connexe qui va remplir ses besoins. Donc, dans le cas de la vieille église, c'est a priori des gens qui sont sensibles au patrimoine bâti, au patrimoine immatériel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour compléter leur offre et que juste, ils n'ont pas l'impression de dormir dans un hébergement intéressant? Pour le Parley Beach Motel, celui-ci, c'était à propos de la thématique vintage. Donc, celui-ci, c'était avec les études de tendance. Donc, l'analyse de tendance nous a montré qu'il y a une grosse tendance dans les motels qui est d'aller cibler la génération des milléniaux, parce que la génération des seniors qui a été la clientèle d'origine des motels est de moins en moins mobile, puis va de moins en moins voyager. Donc, il y a plusieurs motels qui ont fait le shift vers une génération plus jeune, qui est la génération des milléniaux. Et ce qui fonctionne très bien, c'est tout le côté vintage. Donc là, les tendances nous ont permis de voir qu'il y a une alliance entre le très technologique puis le très moderne et la décoration vintage. Donc la décoration années 60, années 50, années 80, qui est très parlante pour les milléniaux. Tout ce qui concerne les stratégies pour le musée acadien. Donc, je vous le fais vite, mais ça, concrètement, on a fait un plan d'action concret pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour valoriser une identité acadienne. Encore une fois, oui, à travers l'offre du musée, mais en essayant d'amener le visiteur à voir un petit peu plus loin que juste le musée. Donc, des festivals, une offre connexe, amener les visiteurs à aller visiter le jardin du musée. Comment est-ce qu'on fait pour agrémenter l'offre. Après ça, l'offre connexe d'une cathédrale numérique, MR21 à Moncton aussi, on a travaillé avec eux pour, encore une fois, leur montrer que les clientèles patrimoniales, donc les clients qui sont adeptes du patrimoine, ils ont un intérêt très fort pour tout ce qui concerne la culture en général. Donc, les festivals, les musées, la gastronomie. Donc, aller intégrer de la gastronomie dans le musée, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus parce que c'est une clientèle qui a soif de ça, qui a soif de découvrir la culture dans le sens large d'un territoire. Et finalement, le dernier point, c'est la préparation au marché de PME acadiennes. Donc ça, c'est vraiment l'analyse de tendance, les benchmarks et les sondages clientèle et les profils de clientèle qui nous permettent de voir comment est-ce qu'on devient prêt au marché. De quoi est-ce que le visiteur a besoin concrètement. Donc là, on est plus dans l'accueil et le service, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas puis qui sont en train de changer. Pour vous donner un exemple très typique, là, on est vraiment plus dans le micro, mais les tables allongées dans les toilettes des hommes, c'est quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé il y a 20 ans. C'est un très gros besoin maintenant en 2022 et ça peut constituer un fort désagrément pour les jeunes générations de voir qu'il n'y a pas ce volet-là qui est pris en compte. Donc tout ça, c'est du travail de préparation au marché.
Bon, mon temps est écoulé, c'est passé plus vite que ce que je pensais, mais voici un petit peu comment est-ce qu'on utilise la recherche concrètement dans notre quotidien de consultant, puis d'accompagnement au développement touristique local. Merci beaucoup, je serai disponible pour vos réponses tantôt. Merci.